Messieurs, dames, bonjour. Il est... Messieurs, dames, bonjour. Donc, il est 10h, nous pourrons attaquer donc, notre... Merci de votre présence aujourd'hui. Donc, nous avons aujourd'hui donc, 2 points. L'urbanisme, la création d'une maison d'accélération de produits d'énergie renouvelable. Et nous avons donc le débat d'orientation budgétaire. Nous allons présenter l'Europe. Mais tout avant tout, nous avons à l'ordre du jour le compte rendu du conseil municipal. Donc, que nous verrons tout à l'heure, j'aurai des informations à vous passer concernant la remarque qui nous a été faite sur les votes la dernière fois. Donc, en préambule, donc, je vous informe, je vais vous donner quelques informations justement sur cet incident. Tout d'abord, les services administratifs ont corrigé le nombre de votants pour les 4 délibérations. En effet, lors du dernier conseil municipal, il a été signalé que le nombre de votants sur les délibérations du conseil municipal du 8 décembre était erroné. J'ai interrogé mon service juridique et je vous rends compte de son analyse. Les délibérations adoptées par un conseil municipal sont des actes engageant la commune qui doivent permettre de connaître avec précision l'objet des affaires débattues ainsi que le résultat du vote de cette assemblée. Ce principe étant posé, il convient dans un premier temps d'envisager le cas où l'erreur matérielle observée est une simple erreur formelle commise à l'occasion de la transcription dans le registre des délibérations. Une telle erreur est sans conséquence directe sur la légalité de la délibération concernée. Dans de tels cas de figure, l'erreur matérielle ne portant pas sur la teneur de l'acte en elle-même, mais simplement sur sa présentation formelle, il n'y a pas lieu d'inviter le conseil municipal à adopter une nouvelle délibération. En conséquence, les délibérations erronées ont été à nouveau déposées et visées par le service du contrôle de la légalité et vous trouverez un exemplaire déposé à vos côtés. Ainsi, il ne s'agit que d'une erreur administrative et l'élu mis en cause n'a rien à voir avec cette erreur. Voilà. Donc après, nous avons fait des vœux aux commerçants et aux associations où il y avait énormément donc, de commerçants, d'artisans et ça a été un moment de rencontre puisqu'en sortant, beaucoup d'entre eux m'ont dit merci monsieur le maire de faire cette soirée qui nous permet de nous rencontrer. Il y avait d'ailleurs même de nouveaux commerçants et de nouveaux artisans et ça leur a permis de se rencontrer. Donc c'est une chose qui était très importante à faire et je pense que tous les ans on va continuer à le faire. Concernant les associations, elles vont recevoir le dossier de demande de subvention, le dossier CERFA donc, qui sera à remettre fin février. Je voudrais remercier les employés de la métropole d'avoir comblé le caniveau route du Bac, responsable tant d'incidents et qui a fait beaucoup de dégâts pendant des années. Donc merci à eux. Nous avons vécu donc dimanche, samedi dernier, une journée avec drap d'art, des fléchettes. Une participation importante, une participation où beaucoup de clubs extérieurs aux Alpes-Maritimes étaient là. Et moi, je dois remercier et féliciter donc tous les bénévoles et tout le staff de Dradar pour l'excellent travail qu'ils ont fait. Ils nous ont demandé une subvention qu'on leur a accordée pour acheter du matériel. Et j'étais très, très, très étonné et très agréablement surpris de l'excellent travail qu'ils ont fait. Voilà. Quant à l'organisation, c'était excellent. Nous, on a des retours, des félicitations des clubs de l'extérieur. Donc c'est la première fois, pourtant, des clubs qui font des manifestations dans la France entière. Monsieur l'adjoint au sport, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, et qui nous ont dit, et d'ailleurs, sur les réseaux, vous pouvez lire qu'ils remercient le maire et tout le conseil municipal et l'association en demandant aux maires des autres communes de prendre exemple sur Drape. Voilà, vous pouvez le dire. Merci, monsieur l'adjoint. Donc j'ai eu l'occasion de remercier tout le monde et je renouvelle encore mes félicitations et mes remerciements.
Nous avons aussi vendredi donc accompagné les enfants de l'école de la condamnine Pierre Covin et Romain Dèche au conseil départemental, au l'hôtel du conseil départemental, où ils avaient participé à Dessine-moi les Alpes-Maritimes. Ça avait été organisé par le sénateur Alexandra Borchio-Fontip. Et puis, on a la chance d'avoir une élève qui a été récompensée. Donc, Yasmine a obtenu le coup de cœur de l'artiste Sabine Géraudy. Et croyez-moi, ça fait chaud au cœur. Alors, il y avait à peu près une dizaine d'enfants. Et de drapeaux. Et tout le monde était heureux. Donc, bravo aux enseignants, bravo aux parents et bravo aux enfants qui ont fait de magnifiques dessins. Il y a eu un seul dessin qui a été retenu et on fait partie des communes qui ont été primées, puisque toutes les communes n'ont pas été primées. Mais elle a reçu un très beau. Voilà. Je vous signale aussi qu'à partir du vendredi 2, donc le vendredi prochain, mais le 19, le 9, pardon, excusez-moi. À partir du 9, donc je tiendrai de permanence une fois à mairie et une fois à la condamnée. Concernant, 2 fois par mois, concernant le TPS, en plus de médecins qui ont été installés sur notre CTPS à la Condamine, aujourd'hui nous avons une infirmière, 4 généralistes, une dermato, gynécologue, et puis nous sommes à l'attente d'une sage-femme. Plus il y a tous les vendredis matins une prévention pour les cardiovasculaires. C'est ça? Voilà. Et puis nous travaillons aussi sur une mutuelle communale que nous proposerons aux Drapois. Donc je crois qu'on en est à 3 ou 4 mutuelles avec qui on discute pour pouvoir choisir la meilleure avec les meilleurs prix et les meilleures prestations. Voilà, donc on va ouvrir la séance. Je vous propose maintenant de désigner secrétaire de séance, qui est candidat, Sabrina Livry, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Donc Sabrina, tu peux faire l'appel. Robert Nardelli. Martine Dunoyer de Segonzac. Présent. Philippe Mineur. Présent. Alexandra Russo. Présent. Serge Digani. Présent. Sophie Esposito. Présent. Jean-Christophe Sénazandotti. Présent. Catherine Dini. Présente. Christine Decordier. Présent. Guadala Lafta. Présent. Gracienne Dodin. Absente. Xavier Georges-Annette. Procuration à Jean-Christophe. Thierry Vician. Procuration à Alexandra. Vanessa Beaujeau. Procuration à Martine. Michael Truqui. Présent. Nathalie Tigani. Procuration à Serge Tigani. Jean Quincès. Présent. Sabrina Divry. Jean-Pierre Moncouquiole. Procuration. Procuration à Catherine Dini. Cathy Nicolas. Françoise Damilano, pardon Françoise. Romain Bianchi. Présent. Sandrine Guglielmino. Philippe Janin. Maëva Tomry, absent. Donc Philippe Janin absent, Maëva absente. Stéphane Vial, procuration à Madame Guglielmino et Clorin de Marconi. Le quorum est atteint, monsieur le maire. Merci Sabrina. Donc je vous propose donc de bien vouloir procéder à la validation du compte rendu du conseil municipal du 19 janvier 2024. Pardon. Y a-t-il des observations? Monsieur le maire, je reviens sur vos propos de préambule. Merci d'avoir fait ce changement. C'était simplement une erreur et comme vous l'avez souligné, il fallait simplement changer une erreur. Il y a que les gens qui ne font rien, qui ne font jamais d'erreur. Autre chose, je voulais vous remercier pour le comblement du caniveau. C'est une bonne chose. Par contre, à titre personnel, j'aurais peut-être effectué des travaux plus en profondeur, plus réfléchis peut-être, en y mettant une extension du réseau d'égouts
où vous auriez pu éviter de le passer en plusieurs fois. Comme vous avez toujours dit, les choses, il faut les réfléchir et pas les faire en plusieurs fois. Je ne sais pas si je vais vous répondre, parce que c'est réfléchi, et si on ne l'a pas fait, c'est qu'il n'y avait pas moyen de le faire. Donc voilà. On passe la parole. Ouais. Alors pour répondre à ta question, Romain, si ta mémoire est bonne, c'est un sujet qu'on a déjà abordé plusieurs fois, notamment parce qu'il y a eu déjà plusieurs phases d'extension sur ce secteur-là au niveau de l'assainissement. Par contre, on ne peut pas le tirer jusqu'en haut pour des raisons techniques, ça a déjà été expliqué. Et en plus, on ne dessert pas assez de propriétés pour pouvoir étendre de plusieurs centaines de mètres en fait le réseau. Sachant que les gens qui habitent là, donc ça concerne, je crois, de mémoire 3 maisons, parce que dans la ligne droite, il y a 3 maisons, les autres, elles sont sur l'autre côté. Elles peuvent se raccorder, et il y en a déjà une qui l'a déjà fait, ils se raccordent pas en gravitaire, mais grâce à des pompes de relevage, sur le réseau qui a Corniche-Normandie-Némen. Voilà, en haut. Il passe en haut de la route. Non, Corniche-Normandie-Némen, c'est de l'autre côté, Madame la Jointe. Vers pas Normandie-Némen, la colle. Sainte-Catherine, oui, mais ça fait quand même. Le col Caroupier, en haut Sainte-Catherine, le croisement de Robert, en dessous il y a le réseau qui passe par là et il monte en gravitaire. Oui, mais alors là, on est encore à plusieurs centaines de mètres. Avec une pompe de relevage, on est encore. C'est pour ma part, hein, je ne suis pas. Mais là c'est les gens après qui font leur. Je ne suis pas un technicien, mais pour ma part, ça peut être une solution, mais par contre, il me semble, je ne suis pas assez technicien, mais en gravitationnaire, c'est plus simple qu'avec une pompe de relevage sur à vue de l'île 200 mètres. Oui, mais en attendant, il y en a un qui l'a déjà fait, parce que le réseau, on ne peut pas l'étendre, on ne peut pas le monter plus haut que ce qu'il avait. C'était une simple réflexion. Non, c'était pour le rappeler qu'on l'avait déjà fait. Mais je vous rappelle que c'est réfléchi quand même. On réfléchit. Voilà. On est sur le vote du conseil, du rapport du dernier conseil. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc je passe la parole à Alexandra Rousseau. Oui, donc pour cette première délibération qui concerne donc le lancement, on va dire, du projet de la loi APER, on vous en a parlé au mois de décembre pendant le vote du conseil municipal, où on l'a fait à titre d'information, puisque la loi elle a été votée le 10 mars 2023, et en fait les préfets ont communiqué aux communes dans le courant de l'été en envoyant des invitations pour pouvoir donc mettre en place ce qu'on appelle une cartographie qui permettra d'identifier des lieux possibles permettant de réaliser de l'énergie. À savoir notamment ici sur notre secteur, principalement c'est le photovoltaïque qui est concerné, puisqu'on n'est pas forcément dans un secteur où la géothermie, on va dire, est le principal volet réalisé. Donc pour tout ce qui est au niveau des bâtiments communaux, il y a déjà des pistes qui ont été envisagées, à savoir que cette cartographie elle s'adresse également aux particuliers. C'est pour ça qu'on avait annoncé qu'il y aurait des permanences des services métropolitains pour pouvoir accompagner les gens et justement encadrer, parce qu'il peut y avoir des volontaires qui fassent, et ça peut être des partenariats publics-privés, enfin il y a plusieurs possibilités pour pouvoir intégrer le dispositif. Donc il y aura des réunions publiques qui seront organisées et on communiquera en ce sens-là. Voilà. Merci Madame Rousseau. Il y a des questions? Pas de questions, on passe au vote. Vous avez des questions? Allez-y. En fait, moi je voulais savoir, au niveau de la pause, les zones vont être autorisées comment? De quelle manière? Cette cartographie va être faite de quelle manière? Je vous donne un exemple. Il est clair que sur une partie de la colline, évidemment, les photovoltaïques sont plus que recommandés puisque c'est ensoleillé toute la journée. Et côté nord, c'est un peu, c'est tout l'inverse. Mais est-ce que tous les propriétaires qui demanderont l'autorisation de travaux pour poser des panneaux photovoltaïques sur leur propriété,
s'ils sont, mettons, du côté sud, ou est-ce que ce sera accepté? Ou alors, est-ce qu'il y aura une cartographie qui précisera où, quand, comment? Alors, au niveau de la réalisation, donc bien sûr, les installations au niveau donc panneaux photovoltaïques, elles ne se dédouanent pas, on va dire, des autorisations habituelles. Là, ça fait maintenant 2-3 ans où on a une multitude de dossiers qui sont déposés. Malheureusement, des fois, on est obligé d'en refuser parce que les gens apprennent qu'il y a eu des travaux qui ont été effectués sans autorisation administrative. Donc on a essayé de voir avec la préfecture, on a eu une réponse de la part du responsable cette semaine par écrit enfin, parce que chacun a essayé de se contredire un peu en disant que oui, on pouvait quand même donner les autorisations, non, il ne faut pas donner puisque comme il y a des autorisations administratives qui n'ont pas été délivrées pour certaines constructions. Voilà. Donc la dernière des réponses qui nous a été donnée par le directeur cette semaine par écrit, on l'a reçu hier, hein, le mail, enfin moi il m'a été transmis hier, c'est qu'en fait, voilà, pour que les gens puissent avoir l'autorisation administrative pour pouvoir installer les panneaux photovoltaïques, il faut bien sûr que la construction soit en règle d'un point de vue déclaration administrative. Voilà. Après, bien entendu, au niveau de l'installation des panneaux photovoltaïques, ça se passe je parle de ce sujet-là parce que c'est vraiment celui qui est le plus concerné pour la commune. Au niveau des installations, comment ça se passe? Avant tout, il faut savoir que les panneaux, quand ils sont installés chez des gens, il y a des études de faisabilité, de rentabilité qui sont effectuées. Donc rien que les sociétés, donc la plus connue, hein, puisque je prends l'exemple d'EDF, puisqu'on a pu échanger aussi un petit peu avec eux. Au niveau de EDF, quand ils installent des panneaux, en fait, si c'est pas assez rentable par rapport à la consommation, aux habitudes de vie, carrément, ils ne viennent pas installer. Voilà, parce qu'il n'y a pas... Alors après, oui, on a dans notre secteur à nous, sur la Côte d'Azur, même si on est dans un secteur nord, généralement, il y a des propriétaires qui ont pu quand même installer parce que on a tellement d'ensoleillement dans l'année que ça arrive à s'équilibrer. Après, il y a encore des zones blanches, entre guillemets, mais on n'est pas vraiment concerné par ce problème-là. Après, là, on sera vraiment sur du cas par cas. L'objectif, c'est pour répondre à la loi climat qui a été votée au niveau de l'État. L'objectif, c'est de clairement pouvoir essayer de quantifier une production naturelle d'énergie par commune. Voilà. Mais là, ça, c'est quelque chose qu'on pourra peut-être... c'est un résultat qu'on pourra peut-être avoir dans plusieurs années, une fois que vraiment les installations pour les énergies renouvelables, elles seront, on va dire, un peu plus tombées dans le commun des mortels. Voilà. Après, qui dit installation, on ne cible pas que le photovoltaïque, il y a aussi tout ce qui est les pompes à chaleur et tout qui fonctionne très bien sur le secteur. Voilà. Dans tous les cas, bien sûr qu'il faut que les propriétaires se fassent accompagner. C'est pour ça que la métropole on va dire, a vraiment créé quasiment un service avec des personnes dédiées là-dessus pour pouvoir vraiment orienter le mieux possible les gens, le mieux les encadrer et leur donner les informations les plus claires parce que malheureusement, et moi je le répète aux gens, surtout voilà, ne vous précipitez pas pour signer avec un prestataire, prenez le temps et la première des choses surtout c'est ne faites jamais poser des panneaux si vous n'avez pas l'autorisation administrative parce qu'après on en voit beaucoup en fait aujourd'hui où qui viennent en mairie, en fait les gens ils savent pas vraiment ce qu'il faut faire. Et en fait, ils viennent en mairie en disant on a posé les panneaux, mais moi pour revendre à EDF, parce qu'il y en a aussi qui comptent là-dessus pour revendre le surplus d'électricité non consommé à EDF. En fait, il faut absolument cette autorisation administrative, c'est exigé pour pouvoir justement signer le partenariat de revente à EDF. Et s'il n'y a pas l'autorisation administrative d'installation, les gens ne peuvent pas faire ce partenariat avec EDF. Voilà, donc voilà. L'objectif c'est vraiment d'accompagner la population à la fois et d'arriver justement à pouvoir définir un secteur de production, on va dire, d'énergie naturelle. Voilà, moi c'est juste ce que je voulais dire, c'est si mettons un propriétaire qui a construit sa maison il y a 10 ans, mettons, qui est conforme, qui est ici et là, qui souhaite faire poser des panneaux, qui demande toutes les autorisations, qui fait les études, je veux dire, la mairie ne peut pas lui refuser. Non, nous on les encourage. On les encourage. Non, on est complètement d'accord.
comme vous a expliqué Alexandra, c'est qu'il y en a qui les mettent, et puis après, comme ils ne sont pas en conformité avec le permis, parce qu'il y en a encore qui n'ont pas de permis, là on ne peut pas les mettre, parce que ça légaliserait. Disons que ça régulariserait. Ils ne peuvent pas revendre à EDF. Voilà. Ils peuvent s'en servir de manière individuelle, mais ils ne pourront pas revendre le sur. Donc nous, on est au contraire. D'accord. Voilà. Après, bien entendu, rentre aussi en considération l'aspect esthétique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça crée, on va dire, de pollution visuelle de manière, même là, on parlait dans la délibération, il est marqué la couverture par des ombrières pour les parkings notamment. Voilà, et aujourd'hui, on arrive à pouvoir concilier l'esthétique et la production d'énergie, parce que voilà, on est rentré dans une ère où c'est vraiment... ça rentre de plus en plus dans le quotidien des gens. Voilà. Donc il faudra vraiment aussi veiller à cet aspect pour ne pas créer de la pollution visuelle derrière. Voilà. Merci Madame Bienvenue pour cette question, mais c'est très important. Et sachez qu'on est pour. S'il n'y a plus de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc nous allons passer maintenant au plat de résistance de notre conseil, à savoir le débat d'orientation budgétaire. Je vous informe que quelque part, cela me désole, mais en ce qui est l'extension de la vidéoprotection, nous n'aurons pas 985 100 € de subvention. Il y a une erreur là aussi, mais 98 510 €, ce qui est déjà très important. Donc il y a eu une inversion des chiffres. On a annoncé 985 000 € sur un investissement de 200 000. C'est tout. Voilà. Donc, pas d'emprunt en 2024. Donc, sur la politique du logement communal, donc, nous allons livrer trois studios sur la place de la Libération. Un logement au bas de la Condamine, une maison au 26 Jean Moulin, puis une maison au 45 avenue Général de Gaulle. Donc je donne la parole maintenant à Philippe Mineur, adjoint en finance, pour qu'il présente le rapport d'orientation budgétaire et qu'il anime le débat, monsieur Mineur. Alors effectivement, c'est un moment important dans la vie de la collectivité, puisque je vais vous présenter le rapport d'orientation budgétaire qui permettra d'avoir une vision, comme d'habitude, du contexte économique national, international, sur lequel je passerai assez rapidement, même si je reviendrai sur certains éléments qui me paraissent importants. Et on s'attachera surtout à la vision macro sur DRAP et les perspectives, l'élaboration et de commencer à parler de l'élaboration, dans quel cadre s'établit l'élaboration du budget 2024. Et effectivement, suite à ce rapport, nous engagerons le débat d'orientation budgétaire par rapport à tous les éléments que je vous aurai donnés. L'obligation légale, c'est que ce rapport d'orientation budgétaire, ce débat d'orientation budgétaire ait lieu dans un délai de 2 mois, enfin maintenant c'est 10 semaines même, ce qui fait que en termes de planning, de planification, nous nous reverrons pour le vote du budget aux alentours du 10 avril. La date n'est pas totalement fixée encore, mais ce sera dans ces eaux-là, 10, 11, 12, ce qui permettra de répondre à l'obligation légale. Donc comme je vous l'ai dit, je vais revenir sur une petite introduction sur dans quel contexte est élaboré ce budget primitif 2024. On est toujours sur une poursuite de la hausse des prix en matière énergétique et alimentaire, mais aussi on peut noter une croissance inévitable de la masse salariale. En ce sens, la fin de l'exercice 2023 traduit pour toutes les collectivités la nécessité de changer leur mode de gestion et d'intégrer de nouvelles contraintes financières. Dans le cadre de l'élaboration du budget de l'État, puisque là on est en vision contexte national, la croissance serait établie par le ministère de l'économie et des finances à plus 1,4% avec une inflation à 2,6%. La maîtrise des dépenses est donc un axe prioritaire pour ce projet de loi de finances, pour engager une baisse du déficit afin de s'inscrire dans la trajectoire sous les 3% et la réduction de la dette à un peu plus de 108% en 2027. Il convient donc d'être particulièrement vigilant sur les incidences attendues vers les collectivités territoriales, et c'est ce qui nous intéresse.
Le projet de loi de finances, appelé aussi PLF pour l'année 2024, présente un accroissement inédit de 7 milliards d'euros de crédits consacrés à la planification écologique par rapport à 2023. Et vous le verrez, nous tenons compte de cela dans l'élaboration du budget, portant le total des dépenses favorables à l'environnement à 40 milliards d'euros. Concernant le contexte économique international et national, les crises énergétiques, la guerre sur le sol européen, une inflation généralisée ou encore le resserrement des politiques monétaires accompagné de turbulences financières en 2023 inscrivent l'économie mondiale dans un contexte particulièrement difficile. Il suffit d'ouvrir la télé pour s'en rendre compte. Le projet de loi de finances 2024 augmente le montant de la dotation globale de fonctionnement, la DGF, de 213 millions d'euros par rapport à 2023, à périmètre constant. La hausse de 190 millions d'euros de la DGF des communes doit permettre à 60% de communes de l'avoir augmentée en 2024. Je ne peux pas vous donner d'éléments par rapport à ça. À l'heure actuelle, on ne connaît pas le niveau d'atterrissage de cette dotation pour DRAP. En revanche, cette augmentation peut être estimée à 0,8 face à une croissance de l'inflation prévue à 2,6. Le projet de loi de finances prévoit d'ores et déjà la prorogation de l'abattement de taxes foncières pour les bailleurs sociaux dans les quartiers prioritaires de la ville, et ce qui nous impacte forcément pour 2024. Cette perte pour les communes n'est compensée que très partiellement par l'État. J'en ai terminé sur le contexte national et international. Vous avez vu que j'ai passé assez rapidement, mais on est tous au fait de l'actualité par rapport à ça. Je vais m'attacher maintenant à développer un peu plus la partie drapoise, avec notamment les principaux impacts de ce contexte que je vous ai cité pour la ville de Drape. On est dans un contexte toujours marqué par d'importantes incertitudes et nous avons décidé de bâtir un budget offensif, résistant et ambitieux, tenant compte de l'inflation qui touche les collectivités au même titre que tous nos concitoyens. Pour ce qui concerne la section de fonctionnement, l'objectif est de lui permettre d'absorber l'évolution inflationniste qui a un fort impact sur le niveau des dépenses de la collectivité, notamment sur la facture énergétique, tout en continuant de développer et de maintenir un très bon niveau de service public municipal. Pour rappel, tous les travaux que nous avons réalisés dernièrement, sur l'école Pierre-Covin, par exemple, le changement des huisseries, la climatisation réversible, les travaux effectués au centre culturel des Gras, la réhabilitation de l'ancienne école en mairie, tous ces travaux ont intégré une notion importante en termes de maîtrise d'énergie. Pour 2024, nous prévoyons la réfection d'une partie du toit du gymnase, la pose de thermostat dans l'espace Jean Ferrat, la pose d'une pompe à chaleur dans la médiathèque de la Condamine, qui contribueront également à limiter nos dépenses énergétiques, mais j'aurai l'occasion d'y revenir dans le programme d'investissement pluriannuel. Concernant le budget d'investissement, il restera pour sa part toujours ambitieux pour bâtir la ville du futur, une ville exemplaire en matière de protection de la nature, de solidarité, de valorisation des ressources locales, de sobriété ou encore de consommation responsable. Ce sont des données qu'on intègre désormais dans la construction de notre budget. Nous continuerons à être dans une recherche volontariste d'un haut niveau de montage de dossiers de subvention auprès des différents partenaires. Monsieur le maire a eu l'occasion de remercier nos différents partenaires à de multiples reprises, notamment au vœu. Il est clair que nous sommes soutenus par ces différents partenaires et ça fait plaisir. Et nous continuerons à avoir cette démarche volontariste portée essentiellement par monsieur le maire. Le choix des investissements et leur priorisation seront justement déterminés par le niveau de subvention possible. C'est-à-dire que, vous allez voir, on n'a pas forcément intégré le recours à l'emprunt cette année. Donc c'est vraiment cette notion d'aller chercher ces subventions qui permettra de finaliser un projet ou non. La construction de ce budget 2024 se fait dans un contexte particulièrement rugueux du fait de la poursuite de l'inflation, du renchérissement des coûts de l'argent et des fins d'aides exceptionnelles de l'État prévues dans le cadre des filets de sécurité 2022 et 2023.
Concernant ces ambitions, elles continueront de s'appuyer sur un budget communal fondé sur 4 fondamentaux. Pour la 9e année, et oui, le temps passe vite, consécutive, la non-augmentation des impôts d'imposition, des taux d'imposition locaux pour préserver le pouvoir d'achat des drapoises et des drapois. L'inscription de notre ville dans une démarche de transition climatique, écologique et solidaire visible au travers des priorités du plan pluriannuel d'investissement orienté vers une démarche plus éco-responsable. Pour préparer l'avenir avec nos générations futures en développant le devoir de mémoire auquel nous sommes très attachés et en rendant ces générations futures acteurs dans l'évolution de la commune. Le conseil municipal des jeunes en est un exemple flagrant, puisque nous continuerons à animer ce conseil municipal des jeunes. Monsieur le maire l'a dit à de nombreuses reprises, on n'a pas un conseil municipal des jeunes pour avoir un conseil municipal des jeunes, mais il y a du contenu, il y a du sens à travers ça. On a des enfants qui sont très investis, à qui on soumettra des nouveaux projets, enfin ils choisiront de nouveaux projets pour 2024 et on soutiendra ce conseil municipal des jeunes avec force pour 2024. Comme on l'a fait l'an dernier et on continuera à le faire pour 2024. Et puis, une ambition qui nous est chère aussi, vous le savez, améliorer le cadre de vie de nos aînés, pour favoriser le bien vieillir à Draps en proposant des services adaptés et qui permettent de répondre à leurs besoins. Petite rétrospective. Nous avons des difficultés financières liées à des facteurs exogènes dépassés grâce à une gestion rigoureuse. La performance d'une collectivité locale s'apprécie au regard des services qu'elle porte à l'ensemble de sa population et de sa capacité à préparer et accompagner les évolutions sociales, environnementales et économiques. Depuis 2014, la ville de Draps se caractérise par des choix courageux et objectifs, mais aussi ambitieux, que ce soit en matière de fonctionnement ou d'investissement. Concernant les dépenses de fonctionnement, forcément, l'impact des crises a été particulièrement fort sur le chapitre 011, avec une augmentation entre 2021 et 2023 de 41%. Pour le chapitre 011, la ville a dû prendre en charge les hausses mécaniques des prix de la masse salariale. Ainsi, à titre d'exemple, la restauration a connu, également à titre d'exemple, la restauration a connu une progression manifeste du coût des denrées alimentaires. Nous avons fait le choix de la qualité, mais aussi d'une évolution du nombre d'enfants scolarisés inscrits à la restauration municipale, ce qui a entraîné une hausse des charges de fonctionnement. Un point sur la loi SRU, la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Vous pouvez vous apercevoir que nous ne sommes plus pénalisés sur cet aspect, puisqu'en 2023, nous aurons, semble-t-il, une bonne surprise, puisque nous ne serons plus pénalisés, alors que vous voyez, en 2021, ça a impacté à hauteur de 24 000 € le budget de la commune. Pour rappel, nous devons atteindre 25% à l'horizon 2025, et nous n'y sommes pas, puisque nous sommes à 20,89 aujourd'hui, ce qui est, quand on la compare à d'autres communes, une très très belle performance. Encore et toujours, et pour la dernière fois j'espère, nous devons encore régulariser un titre de 2006, vous avez bien lu, c'est bien 2006, il y a donc 18 ans, pour un montant de 160 036 €. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est encore l'héritage du passé. Et on espère que cette fois-ci, ce sera la dernière fois. Je ne reviendrai pas sur le transfert, enfin le passage, la transition de l'OMJCL vers le CIVOM qui a été évoqué lors du dernier conseil. Petit rappel, nous, concernant le service éducation, la commune de Draps participe activement au financement de fournitures scolaires et soutient tous les projets éducatifs qui nous sont transmis par les différentes écoles. Concernant maintenant les recettes de fonctionnement,
la principale ressource de fonctionnement de la ville est bien entendu la fiscalité locale. Il convient de rappeler que depuis 2015, nous avons fait le choix de compter sur la seule dynamique des bases fiscales qui sont fixées nationalement, c'est-à-dire que nous n'avons pas augmenté les taux locaux. Pour rappel, les taux locaux, sur le foncier 29,5, sur le foncier non bâti 32,34. Quand on se bench par rapport à d'autres communes, on n'a pas à rougir de ces taux, nous sommes plutôt dans la moyenne basse concernant nos communes voisines. Sans augmentation des impôts avec le maintien des taux communaux, les années 2022 et 2023 font état d'une forte progression des bases imposables décidées par l'État. À titre d'exemple, ces bases fiscales ont augmenté de 7,1% en 2023 concernant la taxe d'habitation et le foncier bâti. Comme je l'ai déjà dit, nous sommes investis dans la lutte contre le réchauffement climatique et dans la maîtrise des coûts énergétiques. Je peux citer l'installation de pompes à chaleur, mais aussi l'achat d'un véhicule électrique neuf avec une comptabilisation du bonus écologique accordé qui est considéré comme une subvention d'investissement reçue. Notre volonté, c'est d'inscrire le budget 2024 dans une stratégie financière offensive, résistante et ambitieuse. Depuis 2020, tous les exercices budgétaires de la ville se sont inscrits dans un contexte de crise multiple à répétition. La crise sanitaire, la crise énergétique, la crise inflationniste, la crise climatique. De conjoncturel, ce contexte de crise semble devenir structurel. Le budget 2024 s'établit dans un contexte encore très incertain et la fin des mesures d'accompagnement mises en place par l'État pour les années 2022-2023 oblige à une maîtrise très stricte de la section de fonctionnement pour limiter l'effet ciseau, c'est-à-dire l'augmentation plus rapide des dépenses que des recettes. Il s'agit d'assurer des marges de manœuvre financières suffisantes pour continuer d'investir pour l'attractivité et l'avenir de notre ville, tout en accompagnant les drapoises et les drapois, notamment les plus fragiles d'entre eux, dans leurs préoccupations quotidiennes en leur proposant une accessibilité renforcée à des services publics municipaux de qualité, notamment grâce à la nouvelle mairie, dont on peut noter qu'elle permet une accessibilité accrue avec notamment les personnes à mobilité réduite, mais aussi sur l'aspect pratique, puisque tous les services de vie à la population sont regroupés au même endroit, ce qui permet considérablement d'améliorer le service public. Du coup, nos orientations budgétaires 2024 sont basées sur 5 principes. Premièrement, un objectif volontariste d'augmentation des ressources en dépit du choix de ne pas augmenter les impôts d'imposition pour la 9e année consécutive, je l'ai déjà dit. Un objectif de maîtrise des dépenses de fonctionnement pour atténuer les effets de l'inflation, la maîtrise assumée des dépenses de la collectivité, la volonté de continuer d'assumer un niveau d'investissement, certes en diminution par rapport à 2023, mais pour autant dynamique et en priorisant les projets, je l'ai déjà dit. Un recours à l'emprunt, si besoin, continue au plus juste. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, nous ne prévoyons pas d'emprunt, mais nous laissons pour autant la porte ouverte. Aujourd'hui, les taux sont relativement hauts, ils sont en train de baisser. Donc on sera à l'afflux d'éventuelles opportunités et ce sont nos projets et la façon de les financer qui détermineront un éventuel recours à l'emprunt qui, encore une fois, n'est pas prévu au jour d'aujourd'hui. Et nous chercherons à compenser cela par une recherche active de financement auprès des différents partenaires, je l'ai déjà évoqué. Une évolution maîtrisée de l'encours de la dette dès 2024, en intégrant toutefois le fait que l'actif de la commune a été largement valorisé de plus de 16 millions d'euros suite à la récupération des différents équipements CCPP qui nous ont été transférés. Encore une fois, le fait d'avoir un patrimoine qui est beaucoup plus important aujourd'hui nous permettrait assez facilement de pouvoir accéder à des emprunts. C'est pas forcément le choix qu'on fera, enfin c'est plutôt le choix qu'on fera pas, mais en attendant, il est clair que c'est une composante importante, le fait que les actifs de la commune ont été largement valorisés, c'est une donnée importante dans l'examen de l'analyse financière de la commune.
Je passe maintenant à la vision prospective des finances et des investissements 2024. Concernant la petite enfance, il est prévu d'augmenter la qualité du service offert aux familles en réalisant des travaux de création d'une cuisine de confection des repas sur place. Le coût de l'opération est estimé à 654 000 € hors taxe, cofinancé avec la CAF, avec un reste à charge pour la commune d'environ 250 000 €. Donc vous l'avez compris, ça fait partie de nos projets prioritaires. Concernant la sécurité, une enveloppe de projet qui est fixée à 200 000 € qui permettra de renforcer la protection des personnes et des biens avec l'installation de 10 caméras supplémentaires. Concernant le plan pluriannuel des investissements 2024, comme je l'ai dit, la priorité sera fixée en fonction déjà du caractère urgent éventuel, mais aussi, et c'est une donnée qui sera importante, du montant des subventions possiblement à solliciter et à obtenir. Cet arbitrage vous sera présenté lors du budget 2024. Nous avons listé aujourd'hui un certain nombre d'investissements qui pour nous seraient réalisés entre 2024 et 2026, voire 2027. Vous l'avez compris, nous n'avons pas encore arbitré tout ça. Et nous avancerons bien entendu sur le budget, puisque à l'élaboration du budget, il nous faudra faire des choix qui seront parfois difficiles, puisque quand on fait la somme de tout ce qui est noté là, on se rend compte qu'on ne pourra pas tout financer. Donc à partir de là, forcément, il y aura des choix qui s'imposeront. Après une année 2023 ponctuée par des investissements importants avec des projets majeurs comme la livraison de la nouvelle mairie, la salle du conseil municipal dans laquelle nous sommes aujourd'hui, la création de la traverse Jean Arnulf, 2024 marquera, c'est certain, un ralentissement sur les investissements d'équipement à réaliser. On vous a mis, et c'est obligatoire, la structure de la dette communale. Concernant, on vous a mis aussi, ce qui a fait l'objet d'un débat à nombreuses reprises, le transfert de la dette CCPP qui correspond au montant versé dans le cadre du remboursement par la commune à la CCPP concernant l'intégration des équipements dont j'ai parlé et qui enrichissent le patrimoine communal, à savoir l'espace Jean Ferrat, le stade Anderloni, la crèche ainsi qu'un terrain à proximité du stade. Encore une fois, tout cela permet d'augmenter les actifs de la commune. Et pour rappel, nous avons souscrit un emprunt sur 10 ans à 2%, donc à 2,2% pour être plus précis. Quand on regarde les taux de prêt aujourd'hui qui se situent aux alentours de 4, on se rend compte qu'on a plutôt fait une bonne affaire. Et d'ailleurs, je ne reviens pas dans le détail là-dessus, mais tous nos prêts, on n'a aucun prêt, ce qu'on appelle, on n'a aucun emprunt toxique, c'est-à-dire des emprunts qui pourraient être à taux variable. On n'est que sur du taux fixe. On a renégocié nos prêts à un certain montant, à un certain moment, il y a 3 ou 4 ans, pour bénéficier de taux de prêt qui sont aujourd'hui très attractifs, puisque on est bien en deçà des taux du marché actuels. Concernant les ressources humaines, un petit état des lieux et quelques perspectives pour 2024. La masse salariale a représenté un peu plus de 37% des dépenses de fonctionnement. Et cette évolution mesurée s'est faite en maintenant la progression des carrières, en intégrant un certain nombre de mesures de revalorisation qui ont eu et auront pour 2024 des impacts financiers importants, avec notamment les différentes revalorisations des points d'indice pour nos agents. En effet, la masse salariale tend à augmenter avec le temps en raison de 3 phénomènes. Glissement, qui sont les augmentations de salaire annuelles qui alourdissent la masse salariale d'une année sur l'autre. La vieillesse, le vieillissement, les rémunérations portent sous l'effet des primes d'ancienneté dans le métier ou sur le poste.
et la technicité, les salaires évoluent du fait de changements de qualification supplémentaires et d'acquisition de nouvelles compétences. Et vous le savez, hein, nous avons régulièrement des agents qui réalisent des formations, qui se candidatent à des évolutions professionnelles, et nous soutenons tout ça. Concernant les charges de personnel, un impact forcément, puisque nous avons pu noter la création de 3 classes supplémentaires dans les écoles, l'embauche de 2 ASVP, sur le sujet qui a été largement évoqué déjà à de nombreuses reprises, et aussi le choix d'un recrutement d'un agent de catégorie B en remplacement d'un agent de catégorie C qui est parti en retraite. Le coût moyen d'un agent a fortement augmenté en 2023 pour de multiples raisons. L'augmentation du valeur du point de 1,5% au 1er juillet 2023, l'intégration en qualité de contractuel de droit public de 6 contrats aidés, le recours au paiement des heures supplémentaires dites normales dans le cadre des manifestations municipales dans le but de ne pas déstabiliser les services sur des heures qui étaient jusqu'à maintenant récupérées, l'augmentation des charges liées aux heures supplémentaires des agents contractuels, et également, on peut noter, la taxe de transport de la métropole qui a été mise en place au 1er juillet 2023. Et donc pour 2024, nous intégrons le fait que ces mesures de revalorisation salariale globale vont impacter considérablement les charges de personnel. Petit zoom, parce que ça fait toujours plaisir d'être dans les clous. Concernant le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, nous avons une obligation d'atteindre 6% de cadre d'emploi pour les personnes handicapées. Nous atteignons ce ratio, et du coup nous continuerons à bénéficier pour l'année 2024 de l'exonération de cette contribution qui a été mise en place depuis 2014. En conclusion, je vais commencer par remercier tous les services qui ont très bien travaillé dans le cadre de ce rapport d'orientation budgétaire. Ça a fait l'objet de plusieurs réunions, et surtout plusieurs réunions interservices. Donc c'est ça qui est intéressant, hein, dans la démarche, c'est que effectivement tout le monde se sent investi, tous les services, tous les responsables de services ont contribué à l'élaboration de ce rapport d'orientation budgétaire. Mention spéciale bien entendu à notre service des finances, qui est, monsieur le maire l'a rappelé la dernière fois, qui a été félicité récemment. J'ai participé également à l'accueil de la personne qui est en charge au sein de la DGFIP de notre collectivité, suite au départ de Madame Michel, qui a eu l'occasion à nombreuses reprises de féliciter la commune et tout le travail réalisé par les services, et surtout elle intégrait le fait que nous arrivions de loin et que nous étions quasiment à la trajectoire, ce qui nous a été confirmé par le nouvel arrivant. Donc c'est toujours très agréable d'avoir ce genre de remarques. On espère recevoir la fameuse lettre dont il nous a parlé, la fameuse lettre de félicitations dont il nous a parlé. Donc une fois que j'ai remercié tous ces services pour la construction de ce rapport d'orientation budgétaire, maintenant c'est l'heure du débat, et c'est ce que nous voterons, hein. Ce que nous voterons simplement, c'est le fait que ce débat d'orientation budgétaire, qui fait suite à ma présentation concernant le rapport d'orientation budgétaire, se soit tenu, et je suis à votre écoute pour vos éventuelles questions. Alors, petite parenthèse, hein, vous l'avez compris, puisque j'ai l'habitude maintenant d'avoir ce genre de remarques, donc je préfère anticiper. Nous ne sommes pas dans l'élaboration du budget aujourd'hui, c'est pas le moment, vous l'avez compris. Aujourd'hui, je vous ai présenté les grandes orientations de ce budget en tenant compte d'un contexte particulier. Et nous avons maintenant 2 mois pour travailler sur l'élaboration de ce budget à travers tout ce que je vous ai présenté, mais aussi à travers vos éventuelles remarques qui pourraient, si elles sont fondées, être prises en compte dans le cadre de l'élaboration de ce budget. Merci beaucoup. Merci Philippe. Avant de passer la parole, donc avant de commencer le débat, d'abord je voudrais te remercier pour cet excellent travail
ce que tu as fait, remercier, comme tu l'as dit, les services qui ont contribué, les élus. Je voudrais remercier aussi ma première adjointe qui a été de toutes les réunions, je te remercie Martine, mais mention spéciale à toi Philippe, tu as vraiment préparé, on a travaillé plusieurs fois, on a eu l'occasion d'avoir beaucoup de réunions pour établir un ROP et on va établir un budget ambitieux, malgré que 2022-2023 ont été des années d'investissement importants. 2024 sera un petit peu ralenti en espérant obtenir, comme l'a dit Philippe, toutes ces subventions. On ira chercher, prendrai mon bâton de pèlerin et aller le plus loin possible pour aller les chercher. Et ça, vous n'en doutez pas. Donc, merci à tous pour cet excellent travail sur l'Europe. Et puis maintenant, place au débat. Merci, monsieur le maire, de me donner la parole. Monsieur l'adjoint, vous avez parlé dans votre propos et dans le DOB en page 15 d'augmentation des recettes de la commune. J'aurais aimé avoir vos moyens pour augmenter ces recettes sur notre commune, puisque vous nous avez certifié que le taux d'imposition n'augmenterait pas. Alors, n'allez pas sur les subventions, parce que les subventions, c'est pas une augmentation de la recette. Hein. Parlez de nous d'autres choses. J'allais pas venir sur les subventions, puisque je sais très bien qu'elles n'intègrent pas cette donnée-là. Je l'ai dit, monsieur le conseiller municipal, j'ai précisé que naturellement, nos recettes augmentaient à travers l'augmentation des bases fiscales, tout simplement. Pour mémoire, 7,1% en 2023, c'est pas neutre, c'est une décision de l'État, c'est pas la décision de la collectivité de Draps. Encore une fois, nous avons fait le choix en 2023 et je vous réitère le fait que nous n'augmenterons pas les taux d'imposition en 2024. Donc s'il y a une augmentation des recettes, elle se fait naturellement par l'augmentation des bases fiscales qui sont décidées par l'État. Voilà, c'est là et c'est conséquent, puisque 7,1% en 2023. Oui, vous me rappelez bien, si je me souviens bien, les bases fiscales, vous les travaillez aussi avec la DGFiP. Vous les travaillez de concert sur les commissions d'imposition et vous le travaillez avec la DGFiP, il me semble. Nous n'avons que très peu initié de travail sur les bases fiscales locales, c'est-à-dire que sur un bien en particulier, nous n'avons pas encore travaillé sur les bases fiscales de propriété, etc. Là, j'ai parlé uniquement de l'évolution naturelle des bases fiscales qui sont décidées par l'État. Attendez, je ne comprends plus. Là, vous nous parlez de bases fiscales. Les bases fiscales, on parle bien de bases fiscales que vous mettez de pair, vous travaillez de pair. Ou sinon, je ne comprends plus. Expliquez-moi. Non, les bases fiscales augmentent naturellement par une décision de l'État, 7,1% en 2023. Voilà, c'est une décision de l'État d'augmenter les bases fiscales de façon naturelle liée en 2023. Donc vous êtes en train de nous garantir que les bases fiscales que vous travaillez sur la commune, il n'y aura pas d'augmentation de bases fiscales proposées par la commune. On est d'accord. Hormis l'augmentation des bases fiscales décidées par l'État, il n'y aura pas d'augmentation de bases fiscales. Donc vous engagez, monsieur l'adjoint, monsieur le maire, de ne plus augmenter les bases fiscales et donc de ne plus retravailler les bases en commission d'imposition. C'est ça que vous êtes en train de dire, monsieur le maire. Monsieur le conseiller municipal, ça fait 20 fois qu'on vous dit qu'on ne touchera pas aux bases fiscales. Voilà. La seule fois qu'on les a augmentées, vous avez été le premier à pleurer. Donc voilà. Ok. Oui, parce que les drapeaux se sont plaints d'avoir été augmentés. Donc quand on augmente, monsieur le maire, les bases fiscales. Parce que vous aviez payé trop d'impôts. Monsieur le maire, quand on augmente les bases fiscales, on augmente la position des drapeaux. On est d'accord. Mais on ne les augmente pas. On vous a dit qu'on ne les augmentait pas. Voilà. Il y a une autre donnée qui est importante, c'est qu'effectivement, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une évolution de la population. Et donc des nouveaux logements qui ont été livrés, qui ont des propriétaires, et donc forcément,
en tant que propriétaire, ils payent la taxe foncière. Et donc, s'il y a des nouveaux logements qui sont sortis de terre, il y a forcément aussi une augmentation des recettes fiscales. Le taux de la commune n'augmentera pas. Voilà. Excusez-moi. Oui, donc, moi, ce que j'ai compris, ok, base fiscale, c'est l'État, en 2023, plus 7,1. Nous, on n'a pas monté les taux, ce qui fait que, malgré tout, avec plus de logements et avec les bases qui ont augmenté, forcément, il y a eu beaucoup plus de recettes. Et pour régler les drapeaux, pourquoi on ne baisserait pas un chouïa le taux d'impôt au lieu de le laisser comme ça et de dire on n'augmente pas, puisque de toute façon l'impôt augmente pour les drapeaux. Ça serait peut-être un petit coup de pouce dans cette période de crise. Alors, est-ce que vous connaissez le montant des dépenses énergétiques, enfin la hausse des dépenses énergétiques pour la commune entre 2022 et 2023 ? Plus 40%. L'État a protégé les particuliers à travers des boucliers fiscaux, notamment sur... voilà, mais ça a duré qu'un moment chez nous et pas très longtemps. Et aujourd'hui, nous sommes fortement impactés par la hausse des dépenses. Et vous l'avez vu, hein, nous sommes dans un cadre contraint au niveau des dépenses de fonctionnement. Et malheureusement, nous n'avons pas de marge de manœuvre. Ça aurait été avec plaisir de pouvoir baisser et politiquement, effectivement, ça aurait été unanimement reconnu. Mais malheureusement, nous sommes dans un cadre contraint qui ne nous permet pas cette diminution des taux, pour le coup, puisque la seule façon de diminuer la fiscalité locale, c'est de diminuer les taux. Alors, et encore une fois, hein, quand on se bench par rapport aux autres communes aux alentours, nous sommes sur des taux qui sont relativement bas. Donc, Monsieur l'adjoint, par rapport aux communes aux alentours, de même nature, prenez l'exemple d'une autre commune, hein, prenez l'exemple des autres communes qui sont aux alentours de chez nous. À mon avis, je pense que vous avez regardé, mais tout comme moi, vous avez vérifié que on est sensiblement au-dessus. On est sensiblement au-dessus, monsieur l'adjoint, sauf votre respect, mais on est sensiblement au-dessus. On est dans la moyenne et on est dans la moyenne et largement en dessous, largement plus bas qu'une commune limitrophe dont je ne citerai pas le nom, mais largement plus bas. Écoutez, je vous apporterai au budget la preuve que non. Avec plaisir. C'est des sources INSEE, c'est pas mes sources. Hein. Monsieur le conseiller municipal, depuis peu de temps, vous avez été premier adjoint, vous connaissez tout ça, vous avez fait partie de toutes les décisions. Et aujourd'hui, vous venez reprocher des choses que vous avez, avec nous, voté, c'est extraordinaire. Excusez-moi, vous monsieur êtes le maire. extraordinaire, c'est bon, j'arrête. Voilà. Allez-y, madame. Allez-y. Ça, alors, on le verra au budget. En fait, on verra tout ceci. De toute façon, vous pourrez vérifier qu'effectivement, le cadre contraint que je viens de vous citer, ben, il apparaîtra dans la construction du budget, hein, qui n'est pas facile. On commence à travailler dessus. Et je peux vous dire que ça va être des sacrées parties de casse-tête. Hein. Et oui, bien évidemment, puisque en fait vous avez parlé justement des dépenses de ces dernières années par rapport aux différentes crises, crise Covid, crise énergétique. Vous en oubliez une quand même, c'est l'entrée dans la métropole qui nous a pas rien coûté du tout. Hein, voilà. Et vous avez coûté quoi ? Vous l'avez précisé. Oui, ça nous a coûté quoi ? Oui, dites-nous. Le patrimoine il est gratuit. Comment ? Le patrimoine qu'on récupère, il est gratuit. Le patrimoine qu'on récupère. Madame Budévino, on récupère du patrimoine pour 1,7 million. Il est évalué à 16 millions. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Non, mais et en plus, il est compensé par la métropole. Non, il est compensé. Les 1,7 million euros, je ne me rappelle plus combien c'est exactement. C'est compensé. Non. C'est 1,7 million. C'est compensé dans la tête. Les drapeaux ne sont pas impactés par ça. Non, mais attendez. Il faut comprendre une chose. C'est qu'à un moment donné, si vous voulez, la métropole, on le sait tous, c'est pas un robinet ouvert.
Donc, s'ils compensent ceci, on n'aura plus d'autres subventions de l'autre côté. Donc, ça reviendra au même. Donc, quand je dis que ça vous coûte, c'est juste un jeu d'écriture, mais oui, ça coûtera. Donc, c'est un procès d'intention, là. Madame Non, c'est pas Guglielmino, du tout un procès d'intention, c'est une remarque. Juste, je vous réponds sur autre chose. Vous croyez que la CCPP ne coûtait rien, Madame Guglielmino? La CCPP ne coûtait plus cher. Et en plus, avec des services médiocres. D'accord, voilà. Okay. Mais je reviendrai, mais pas aujourd'hui, dans un second Moi, je vous donne un conseil, Madame Guglielmino. Si un jour vous avez l'occasion de récupérer dans vos actifs patrimoniaux quelque chose que vous allez, qui vaut 10 fois plus que le prix, quasiment 10 fois plus que le prix que vous achetez, n'hésitez pas une seule seconde, Madame. Alors, oui, mais vous savez très bien comment ça a été fait, et je reviendrai, ne vous inquiétez pas, je reviendrai là-dessus. Après, vous dites qu'on récupère du patrimoine drapois. Il me semble que vous en avez vendu énormément au début de votre mandat. Vous avez vendu énormément, et pour beaucoup d'argent. Donc le patrimoine, maintenant, on récupère, vous dites, on a grandi le patrimoine, oui, mais il a été drôlement dévalorisé, notre patrimoine. Hein, Madame Guglielmino, alors non. Attendez, vous n'êtes pas bien au courant, allez-y. Le patrimoine drapois, vous n'avez pas vendu un terrain vers Lubac, là où il y a eu l'électricement, vous n'avez pas vendu à la Fourmiga. Vous avez vendu la Jonquière, vous avez vendu tout. C'est des gros patrimoines. C'est des terrains qui n'avaient pas de vocation collective. Ah oui, non, mais bien sûr, ça n'avait pas de vocation collective. Donc, là, la Fourmigue, ça n'avait pas de vocation. Non, madame, on a fait une école dessus. Plaisanté, j'espère. Madame Guglielmino, on a vendu ce terrain. On a vendu ce terrain 2 millions. On a fait dessus une école de 5 millions. Ça, c'est pas du patrimoine? Non. D'accord. On a vendu la Jonquière 800 000 euros. On a acheté, on a préempté un hangar qui aujourd'hui nous rapporte 80 000 euros par an. Pour éviter, Madame Guglielmino, ce que vous nous, comment dirais-je, reprochez depuis des années de construire trop. Pour éviter à un promoteur de l'acheter pour faire un immeuble. On a acheté pour 1 million d'euros. 1 million d'euros chez monsieur, au garage Peugeot, ok, pour éviter 60 logements sociaux, ok, et c'est quelque chose où on a fait un emprunt, et comme dans ce bien-là, non seulement on a récupéré le parking, mais on a récupéré 7 appartements qui payent tous les mois les annuités. Alors, si vous nous reprochez d'avoir vendu dans les collines des terrains qui ne servent à rien pour pouvoir investir au centre du village, je ne sais pas votre calcul, je ne sais pas comment vous calculez en tout cas, mais en tout cas, tout ce qu'on a vendu, Madame Guglielmino, on a racheté pour beaucoup plus que ça, et donc on a investi moi je pense, c'est un très très bon investissement, ce qui pourra faire en sorte que ceux qui viendront derrière nous, les générations futures, auront des terrains, s'il faut faire une nouvelle école, s'il faut faire une crèche, s'il faut faire des équipements municipaux. Oui, madame. Ah bon? Parce on a acheté un petit bout de terrain là-bas que vous avez acheté, vous pouvez faire une école. Quel petit bout de terrain, madame? À Carlin là-bas, à chaque fois que 8 000 euros, 10 000 euros, tous ces petits bouts de terrain que vous avez achetés. Petits morceaux de terrain, puis petits morceaux de terrain, puis petits morceaux de terrain. Ouais, ça fait des grandes surfaces. Quand on a acheté ici pour faire la rue ici, voilà. Donc c'est pareil, c'est un investissement important d'avoir maillé notre... Mais de toute façon, voilà. Monsieur le maire, si vous voulez, c'est pas la peine, je pense, de trop discuter là-dessus, parce que sur ce point de vue-là, nous sommes absolument d'accord. Mais c'est normal. Nous ne serons jamais d'accord. Vous faites votre travail. Non, mais c'est pas que je fais mon travail, c'est que nous avons des points de vue qui sont complètement différents. Donc voilà. Alors, du coup, si vous voulez, on s'entendra pas. Pour rappel, Madame Guglielmino, parce que je pense que c'est important de le remettre dans le contexte. En 2013, figurait au budget. Il y a 11 ans, du coup. Oui, c'est important, mais vous étiez conseillère municipale à l'époque, donc c'est important de le rappeler. En 2013, vous aviez acté la vente de ces terrains dont vous nous reprochez aujourd'hui de les avoir vendus aux Jonquière et à Lubac pour 450 000 euros. D'accord? Vous aviez prévu de vendre ces terrains-là. 450 000 euros, vous et votre équipe, vous aviez prévu de vendre ces terrains-là 450 000 euros. Parce que justement, vous aviez identifié à juste titre qu'ils n'avaient aucun intérêt
pour le collectif, pour un équipement communal. Et donc du coup, vous aviez acté le fait de vendre ces terrains. Simplement, la différence avec nous, c'est que nous les avons valorisés à hauteur de 1,4 million à peu près. 1,4 million, vous plaisantez ou quoi? Non, 800 000 euros. 880 plus 670, qui fait 1,4 million, 1,5 million. Et contrairement à vous, qui les aviez valorisés. Jonquière, c'est pas 1,5 million. Non, les deux, Jonquière et Lubac. Ah voilà, moi je parle de Jonquière. Non mais vous c'était 450 000 les deux. Les deux. Voilà. Oui. Oui. Mais c'est pas ça que je veux vous dire. Non mais voilà, donc vous aviez acté que vous n'avez pas d'intérêt collectif. La seule différence entre vous et nous, c'est que nous les avons valorisés au juste titre et nous les avons vendus dans l'intérêt de la commune, 1,4 million, 1,5 million, pour justement nous permettre de réaliser des équipements collectifs au centre du village et en rachetant des terrains, des équipements, des bâtiments qui, à l'avenir, permettront, comme M. le maire l'a dit, de construire des équipements collectifs. Notamment, l'exemple, c'est la traverse Arnulf, où cette traverse, aujourd'hui, on a l'impression qu'elle a toujours existé. Voilà, ce sont des achats qui nous ont permis, des acquisitions qui nous ont permis... Elle revient cher quand même, la traverse Arnulf. Oui. Mais aujourd'hui, elle rend bien service à nos drapeaux et c'est ça bien le plus important. Alors, non, c'est pas. Alors, on va pas. Non, mais attendez. De toute façon, je veux dire, on va pas revenir là-dessus. La Jonquière, j'ai plus les terrains, le montant exact. En fait, c'était diviser la parcelle en 3 pour qu'il y ait juste 3 villas, pas un immeuble et 10. Donc voilà. Bon, déjà, mais ça c'est pas grave. Moi je reviens sur le DOB. On est aujourd'hui sur le DOB. On reprendra, il n'y a pas de souci. Simplement, par contre, sur le terrain de la Jonquière, puisque vous allez peut-être m'ôter d'une chose qui m'a semblé une erreur, je pense, une erreur que j'ai vue. Votre agence vend les terrains de la Jonquière et commercialise les terrains de la Jonquière. Mais c'est pas le sujet. Aujourd'hui, je suis pas en tant que parce que là, au niveau de la déontologie, il y a quelque chose qui, et Monsieur le maire est scrupuleux là-dessus, et au niveau de la déontologie, alors moi j'ai pensé que c'était une fake news. Le terrain appartient à qui là aujourd'hui? À la mairie? Il me semble que c'était une fake news. Donc vous me dites que c'est vrai ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu, ou vous démentez? Je suis là en tant qu'adjoint au maire, je ne suis pas là en tant qu'agent immobilier, donc interpellez-moi en tant qu'adjoint au maire et non pas en tant qu'agent immobilier. Ah ben de toute façon, il y a le conflit d'intérêt, c'est interdit. En tout cas, si c'est le cas, ça s'arrête. Ah ben oui, parce que si c'est le cas, je viens de l'apprendre, si c'est le cas, ça va s'arrêter. Ah ben oui, merci Monsieur le maire. Voilà. C'est interdit. Donc moi, pour revenir sur... Donc je viens de l'apprendre, merci de l'information. Sur le DOB, pour revenir, en fait, si vous voulez, vous parlez donc de cette crise, bon, on a parlé des impôts, vous parlez donc de mettre un accent sur les aînés, mais il me semble que vous les avez déplacés, Manu Dari, de leur local que vous avez récupéré, que les paniers de Noël, moi j'ai reçu beaucoup d'appels parce qu'ils sont de plus en plus petits et ne correspondent plus du tout aux attentes des drapois. Parce qu'il faut quand même savoir, il faut quand même savoir que la ville de Drape, de toute la vallée, est la ville où il y a le plus de pauvres, qu'il y a des personnes âgées qui, à la fin de l'année, attendent ce panier de Noël, mais réellement, pour se faire un repas un petit peu différent. Et franchement, mais alors moi, honnêtement, je ne l'ai pas vu. Parce qu'en plus, ma mère l'a ouvert, elle avait rangé, j'ai pas vu. Madame. J'ai eu plein de critiques. Ça fait la deuxième année. Vous êtes hors sujet déjà. Et deuxièmement, on a des leçons de recevoir de personnes pour ce qu'on fait pour le. Mais je ne vous donne pas de leçon, c'est un constat. J'ai quand même le droit de parler, de vous dire ce que je pense. Non, mais vous êtes hors sujet, on est sur l'Europe. On n'est pas sur. Vous êtes hors sujet, on est sur l'Europe. Qu'est-ce que vous nous parlez des paniers? Et alors que tous les gens, parce qu'on amène des paniers aux gens, on leur donne, c'est nous qui les donnons. Ils ne vont pas vous dire, ah mais il est nul. Il n'y a que vous qui dites qu'il est nul. Ah ben, alors en fait, le
Et en plus, vous ne touchez même pas. Mais oui, on les connaît, les drapeaux qui le critiquent. On les connaît, c'est ceux qui sont avec vous. Il n'y a que des critiques comme ça. Madame, on est une des seules communes. On passe dans les trois EHPAD où on distribue des chocolats. On leur donne, on fait un repas comme personne ne le fait. Hein? Et ce jour-là, on leur donne un panier où il y a de quoi manger, de quoi faire au moins une journée à 2 personnes. Et vous venez nous reprocher que depuis 2 ans, c'est de plus en plus mal. Oui, excusez-moi. Le panier n'est pas à la hauteur de ce que pourrait... Vous avez raison. C'est comme tout. Et en fait, les salaires ne sont pas à la hauteur des gens, les paniers ne sont pas à la hauteur. Et quant à mettre l'accent aussi sur... Quand est-ce que vous allez nous remercier de quelque chose que l'on fait? Parce que c'est quelque chose d'extraordinaire que l'on fait. Quand est-ce que ça va arriver que vous allez me dire merci, bravo pour ce que vous faites? Il y a des choses jamais. Mais là, on parle du DOP. Donc moi, de toute façon... Mais vous êtes hors sujet, je vous réponds que je devrais même pas vous Le DOP, rappeler. c'est l'orientation politique que vous voulez mener. Il n'y a rien de plus politique qu'un budget. Et c'est à ce moment-là que justement, nous, opposition, on peut intervenir pour faire valoir, si vous voulez, notre point de vue, que vous ne prendrez pas en compte, on le sait. Vous avez raison, on ajoutera quelques papillotes. Donc voilà, donc enfance, pour l'enfance, vous dites que vous mettez l'accent sur les personnes âgées, l'accent sur l'enfance, mais il me semble que l'année dernière, c'est M. Bianchi à l'époque il me semble qu'il avait parlé, dis-moi si je me trompe, vous aviez refusé un investissement de 39 000 € pour des jeux. Pour les jeux dans les écoles. Pardon. Oui. On l'avait repoussé à cette année. Pardon. On l'a repoussé à cette année. Je suis désolé, on n'a jamais refusé l'investissement. Parce qu'on ne pouvait pas acheter et l'écran et les jeux, c'était à peu près le même prix. Voilà, s'il vous plaît. Et donc, augmentation du patrimoine, ok, d'accord. Bon, en payant quand même de 2% de dessus. Et quant au personnel, vous parlez d'une revalorisation. C'est vrai que le point d'indice a été revalorisé pour toute la fonction publique. Et qu'en 2024, forcément, les carrières, les gens évoluent au niveau des échelons. Voilà. Il y a des heures sup qui ont été mises en place, donc ça, il faudrait peut-être qu'on ait un peu les détails de qui, quand, comment et à quelle fréquence. Mais une grosse hausse au niveau des salaires, j'ai du mal à comprendre parce que, en fait, si vous voulez, les salaires, pour le personnel en place, ça suit son cours et ça augmente forcément d'une année à l'autre un petit peu, Julia, par des points d'indice qui augmentent, ce qui n'est pas régulier, donc c'est pas toutes les années, il faut arrêter. Puis un point d'indice, il augmente, il était à 4,85, il est passé à 4,92, donc c'est pas non plus la mer à boire, hein, c'est pas ça qui vous fait, mettons pour un adjoint administratif, si ça lui augmente le salaire de 20 balles, c'est le bout du monde. Et donc je voulais savoir, en plus on est passé à la métropole et donc il y a beaucoup de personnel de la commune qui ont été basculés sur la métropole. Donc ils ne font plus partie des effectifs de DRAP, on est bien d'accord. Alors, vous me parlez d'une forte augmentation au niveau de la masse salariale, je ne comprends pas bien alors. Je vous l'ai expliqué, des transformations de contrats aidés en contrat classique, l'évolution des points d'indice, effectivement, 2 ATSEM, la catégorie B qui a remplacé une catégorie C. Donc ça a forcément un impact sur la masse salariale. Par le biais de concours de catégorie C à catégorie B, c'est des un contractuels? Non, c'est une mutation et que le concours avait été obtenu, on l'a regardé, le concours avait été obtenu par... la catégorie avait été obtenue par concours. D'accord. Pas par nomination interne. Ok. On a posé la question le jour du recrutement, Fatali. 3 classes supplémentaires aussi dans les écoles, hein, donc du recrutement d'ATSEM aussi. Donc ça fait des créations de postes. Oui, mais il y a un petit peu, voilà, les 3 ok, d'accord, mais il y a quand même beaucoup de personnel qui est parti côté métropole.
dans le technique. Non, Dans mais ça, un c'était déjà 2022. Ben oui, mais donc, Donc, mais donc, du coup, depuis l'entrée à la métropole, normalement, même s'il y a un chouïa en plus de personnel, on devrait quand même avoir largement baissé au niveau du personnel. on a baissé puisque le pourcentage des dépenses de fonctionnement, c'est 37% en 2023, alors qu'on était à 51% en 2021. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Allez-y. Alors, je voulais revenir sur le plan pluriannuel des investissements. Vous avez mis porte centre culturel d'Écra, 15 000 € et un peu plus bas, vous l'avez remise parce qu'il y a une deuxième porte. Oui. Et le coquille. Ah, d'accord. Et après, je voulais juste. Vous avez mis le gymnase et vous n'avez pas mis à côté de demande de subvention, mais que vous envisagez quand même de demander des subventions pour ça. Je crois qu'une a déjà une est en cours et une on a déjà eu la notification. Vous aurez plus d'éléments hein, dans l'élaboration du budget. On vous a mis tous les projets que nous prévoyons. Maintenant, encore une fois, la priorisation n'est absolument pas faite. Et le tableau, vous l'avez vu, hein, il n'est pas rempli dans toutes les colonnes. On est vraiment on est en train d'affiner ça pour la construction du budget. Ok. Et juste une dernière chose, après j'arrête. Et dans le cadre aussi pareil de la priorisation du bien-être des enfants et du coup de leur famille, parce que le bien-être des enfants passe d'abord par le bien-être de leur famille, c'est prévoir peut-être dans le budget, même si les coûts ont augmenté, les coûts de production, de voir dans le budget de ne pas augmenter la cantine à nouveau cette année. Parce que la cantine a été augmentée l'année dernière. Oui. J'ai fait le tour dans la vallée du Var, de pas mal de municipalités. On va dire que 9 sur 10 sont intégrés dans le budget et les parents n'ont pas plus payé alors qu'ils subissent tous l'inflation. Donc non, ils n'ont pas augmenté les autres impôts non plus. Ils ont pris cette charge et ils ont renié sur d'autres dépenses communales. Donc j'espère que dans ce budget, vous prévoirez peut-être de réduire certaines dépenses, pas forcément obligatoires, et de ne pas faire peser sur les parents une nouvelle augmentation au niveau des repas de la cantine. Juste que dans le fonctionnement, Madame Dubiel-Lino, ce sont toutes des dépenses obligatoires. Alors là, vous nous demandez des choses. D'un côté, vous nous demandez d'augmenter un peu plus le personnel. De l'autre côté, vous nous demandez de baisser les impôts. Et là, vous nous demandez de ne pas augmenter la cantine. Excusez-moi, à un moment donné, vous savez ce que coûte quand même l'école, et on en est fiers de donner autant d'argent dans les écoles. Vous savez, la prise en charge de la cantine, ce que coûte la prise en charge de la cantine. Alors je vais vous dire, monsieur le maire, pour quelqu'un comme moi, et qui a élaboré plusieurs budgets avant, avec la municipalité. Ce que vous avez toujours renié. Hein. Non, en collaboration, c'est pas moi qui les faisais. Le principal poste de dépense, après évidemment le personnel, c'était les écoles. C'était les écoles et la jeunesse. Et vous croyez que c'est quoi là? Voilà. Donc, et en fait, si vous voulez, c'est pour ça que je mets un point. Quand vous me dites que toutes les dépenses sont obligatoires, non, toutes les dépenses ne sont pas obligatoires. Vous pouvez diminuer un petit peu le coût, mettons, de certaines fêtes communales, diminuer un petit peu le coût, 500 € par-ci, 1000 € par-là, pas faire, voilà, je veux dire, vous faites un feu d'artifice plus petit, vous faites, voilà, des trucs comme ça, vous voulez continuer à faire, il n'y a pas de souci, on fait, les drapeaux sont contents, mais je pense qu'ils seraient encore plus contents si justement ils n'avaient pas à débourser encore pour leur gosse. Vous voulez qu'on fasse la cantine gratuite? Non. Ah, vous ne l'augmentez pas. On l'a augmenté de 60 centimes, et alors que nous, on a pris 1,80 €, je crois, par repas. Les communes l'ont pris en charge dans leur... Mais non, madame, il y a certaines communes. Écoutez, madame, vous savez quoi? Ici, on est à Drape, on gère Drape, on ne regarde pas les autres communes. Quand ils prennent des exemples sur les autres communes, ça me déplaît. Chacun regarde ce qui est dans sa marmite. Et nous, quand je vous dis qu'on est très bienveillants sur toutes les dépenses,
Et s'il y en a un, et vous pouvez le demander, qui est là et qui regarde toutes les dépenses, c'est Pierre Morin. Et ça, vous pouvez le dire. Voilà. Et on me casse sans arrêt les pieds parce que je ne veux pas dépenser de côté, je ne veux pas dépenser. Croyez-moi, je veille sur les finances. Voilà. Et j'y suis à veiller sur les finances. Pardon? Ça dépend sur quoi vous ne dépensez pas. En fait, si vous voulez, c'est votre bon écoutez, si un jour vous avez la chance d'être maire, on verra ce que vous êtes capable de faire. Pour le moment, vous ne nous avez pas démontré grand chose, parce que vous venez de confirmer que vous avez participé au budget de la mairie avant, et on sait ce qu'on a hérité. Donc, je ne vous félicite pas d'avoir comment dirais-je, travaillé sur les budgets. Voilà. Vous avez quoi Tout à l'heure, on vient de régulariser 160 000 euros de 2006. Voilà, 160 000 euros. Alors, on verra combien on devra régulariser sur le secteur, monsieur le maire, ne vous réjouissez. Mais le secteur, madame, vous voulez parler du secteur. Je vais vous dire une chose. Quand je suis arrivé comme président au secteur, on était à moins 1 million. Ok? Quand j'ai démissionné de ma place, on était à plus 1,2 million. Ok? Vous savez ce qu'ils ont fait, la première des choses? Ils se sont repartagés l'argent entre communes. Bravo. Monsieur le maire, juste pour votre rappel, vous aviez quand même, en tant que président du secteur, augmenté fortement les taxes au secteur. Avec votre accord, monsieur le premier adjoint. Avec votre accord, monsieur le premier adjoint. Monsieur le premier adjoint, vous avez été avec votre accord. Et qui c'est qui a augmenté les... Pardon, attendez, c'était l'élu. Non. C'est la décision du maire et du président du secteur. Ne changez pas de casquette, monsieur le maire. Monsieur, alors, je vais vous rafraîchir la mémoire. Parce que vous en avez bien besoin. C'est une proposition, une décision de monsieur Desormeaux. C'est pas la mienne. Ouais, on est d'accord? Et je peux vous montrer les comptes rendus. Monsieur Desormeaux a proposé et tout le monde a suivi. Et vous l'avez validé? Mais bien sûr. Ah, d'accord. Mais je l'ai validé parce que... Merci, monsieur le maire, parce que prenez vos responsabilités, parce que c'est pas moi, c'est les autres, c'est pas moi, c'est les autres. Arrêtez, prenez vos responsabilités, vous avez augmenté, il n'y a pas de souci. Donc, vous l'avez fait dans l'intérêt de ce syndicat, monsieur le maire. Monsieur le conseiller municipal, vous semblez oublier une chose, c'est qu'une décision, c'est pas le maire qui la prend. Quand elle est votée par tout le monde. Et même si j'avais dit on n'augmente pas, alors qu'elle a été votée à l'unanimité par les votes, elle serait passée. Alors arrêtez, hein, s'il vous plaît. N'essayez pas de me donner des leçons, ça ne sert à rien. Moi je propose, et vous disposez, et vous votez, et monsieur le conseiller municipal, vous avez tout voté. Ne vous en votez pas. Oui, bien sûr, j'ai toujours voté. Vous savez, quand vous êtes dans une majorité, vous êtes dans une majorité. Oui, et alors, le jour où vous n'êtes plus d'accord, vous sortez de cette majorité. C'est ce que j'ai fait. Je suis devenu un conseiller municipal libre. Non, monsieur, le conseiller municipal, vous êtes sorti parce que je vous ai enlevé les délégations, parce que vous ne les assumiez pas. Voilà. Je suis désolé. Voilà. Donc, n'essayez pas de me donner des leçons. J'en garde encore un peu sur le coude, ne vous inquiétez pas. Voilà. Mais madame, je suis prêt à tout entendre. Vous savez, moi j'ai pas de souci là-dessus. Hein. Vous savez, voilà. Donc, monsieur le maire, j'ai bien pris acte aujourd'hui, par contre, j'ai bien pris acte que monsieur le mineur, aujourd'hui, comme vous lui avez dit, ou ne vendrait pas les terrains, ne commercialiserait pas les terrains de la Jonquière, ou peut-être démissionnerait de son poste d'adjoint. Vous venez de m'apprendre quelque chose, je vais m'entretenir avec lui. Mais bien sûr, donc, monsieur le maire. Voilà. Je vais m'entretenir avec lui, monsieur. Voilà. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, on est là, on n'est pas là pour... Après, monsieur le premier adjoint. C'est une fausse information. Monsieur, pardon, pas le premier adjoint, monsieur le conseiller municipal. Depuis que vous êtes parti dans le côté, vous êtes à chaque conseil municipal juste pour polémiquer. Mais pendant que vous étiez avec nous, vous n'avez jamais emmené une proposition. Vous n'êtes jamais occupé d'un seul dossier. Un seul dossier, mais dites-moi quel dossier vous êtes occupé. Monsieur le maire, on n'est pas en train de parler de ma personne, vous êtes en train de faire c'est pas intéressant, monsieur. Monsieur le maire, c'est pas intéressant. Je vais arrêter parce que de toute façon, vous n'êtes pas intéressant du tout.
Voilà, écoute, c'est bon. Il n'a jamais bossé, il n'a jamais fait un dossier et il vient redire une chose. C'est extraordinaire, hein. C'est quand même extraordinaire, ça. Allez, débat. Allez, arrête, va. Arrête, va. On a fait le débat. Allez, si vous voulez bien revenir au DOP, parce que là, c'est vraiment hors DOP. Vous avez ce chic de nous emmener. Et en plus, excusez-moi, je vais le dire, je suis vraiment idiot de vous répondre. Parce que je n'ai pas à vous répondre là-dessus. Excusez-moi, c'est ma faute, je n'ai même pas à vous répondre. Non, mais vous avez raison. Mais je n'ai même pas à vous répondre. C'est parce que je suis en train de valoriser quelqu'un qui ne le mérite pas du tout. Autant Madame Julienne Lino, vous n'avez posé des bonnes questions. Madame Marconi, vous avez posé des bonnes questions. Autant le reste, il vaut mieux pas que je réponde. Ah mais oui, parce que en fait, au début, si vous voulez, pendant 2 ans, j'étais la femme à abattre, maintenant c'est lui. Non, vous êtes toujours la femme à abattre, Madame Julienne Lino. Croyez-moi. Attendez. Peut-être que ce sera Clorel. Attendez, mais non. Mais vous savez, quand on est dans l'opposition, Madame, moi j'accepte tout. Mais quand c'est constructif, pas quand c'est pour venir sans arrêt nous critiquer et ne pas nous donner, vous savez, un espoir de quelque chose qui germerait de votre tête en disant j'ai une bonne idée et on la met sur la table. Là, on n'a rien, c'est que des critiques. Monsieur le maire, je vous ai évité 2 erreurs. La dernière fois sur le compte, je vous évite 2 erreurs. Là c'est pareil, c'est une erreur de déontologie, mais c'est simplement. On va parler de déontologie, Romain. Tu pourrais me montrer qui t'a signé la dérogation scolaire d'école de tes enfants, toi qui nous vends les louanges des enfants. On se met à parler des... Stop, c'est pas le moment, Alexandre. On aura l'occasion de lui en parler. Non, mais à un moment donné, on lui rappelle la menace qu'il t'a fait quand tu lui as enlevé les délégations, qui t'a dit, monsieur le maire, vous êtes certain de ce que vous faites, attention à ce que vous faites. Alors, voilà. On est là pour parler des drapoirs, on n'est pas là pour réguler la salle. Voilà, monsieur, ça sert à rien. Monsieur Garbi, vous êtes là vous avez une haine formidable, extraordinaire envers nous. Donc restez à votre place. Allez, stop, allez. Monsieur, stop. Oui, monsieur. Allez, stop. On arrête. Vous vous donnez un spectacle devant les journalistes. Excusez-moi, vraiment, je le dis encore une fois, je suis idiot de vous répondre. Mais ça me tient à cœur parce que d'entendre les mensonges que vous dites, les mensonges, mais je le répéterai, vous pouvez aller en diffamation ce que vous voulez, vous êtes un menteur. Voilà, voilà. Ce que je dis, c'est sur des... Si vous n'avez plus de questions, on passe au vote, s'il vous plaît. Il n'y a pas de vote au DOB. Non, pardon. Vous votez comme quoi la reconnaissance du débat. Voilà. Donc, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Donc, je vous remercie. Le débat a bien eu lieu. Désolé, excusez-moi les drapeaux d'avoir dérapé, mais quand on m'attaque sur des choses comme ça par des gens qui n'ont jamais rien fait, c'est vrai que ça me monte la moutarde. Mais on aura l'occasion de revenir sur ces débats. En tout cas, merci pour ce débat. Merci pour les questions qui ont été posées. Merci Philippe pour l'excellent travail que tu as fait. Merci à tout le personnel, merci à vous les élus et bonne journée à tous.